principales contraintes que l'on peut repérer dans la vie de tous les jours peuvent donc se classer entre des contraintes matérielles, des contraintes sociales et des contraintes que l'on peut appeler symboliques, ce qui regroupe à la fois des contraintes de type psychologie, des contraintes liées à l'imaginaire ou des contraintes liées au sens et en tout cas aux représentations. Alors les contraintes matérielles sont en général assez faciles à comprendre, elles relèvent un peu de l'observation quotidienne. Il y en a 4. La première contrainte est la contrainte de prix. Alors cette contrainte-là, elle est très prisée par les économistes, notamment par la microéconomie, qui pense que tous les comportements des consommateurs s'expliquent à partir de la variation des prix. Donc bien évidemment, la question du prix est importante, la question du pouvoir d'achat est importante, la question de la capacité à consommer est importante ou à épargner. Et donc dans ces conditions-là, la contrainte de prix est toujours à regarder avant de s'interroger sur le sens et l'imaginaire d'un produit ou d'une action. La deuxième contrainte aussi est assez facile à comprendre, c'est la contrainte de temps. Dans un autre tutoriel, on a vu par exemple que les mamans le matin étaient sous contrainte de temps puisqu'il fallait à la fois se lever, préparer les enfants, préparer le départ au travail, etc. Et tout ça sous un temps relativement court et qu'il fallait recommencer à 5h, à 6h ou à 7h le soir. Et ceci pèse classiquement sur les mamans beaucoup plus que sur les papas. Et donc cette contrainte de temps, elle est aussi assez facile à comprendre pour expliquer pourquoi les gens vont faire ou pas faire telle ou telle activité. La troisième contrainte est plus variable, c'est la contrainte d'espace, la contrainte de lieu. Très souvent dans mes enquêtes, je travaille dans la cuisine, je travaille dans le living, je travaille dans la chambre, je travaille dans un bureau s'il y en a, dans des greniers, dans des garages. Et à travers ces différentes pièces, donc ces espaces domestiques, il y a le jardin aussi qui est important, je peux comprendre les contraintes qui peuvent peser sur la réalisation de la cuisine, sur la réalisation du bricolage. J'adore travailler sur le bricolage, j'ai fait ça en France, aux États-Unis, en Chine. Et là on voit combien la contrainte d'espace joue un rôle important, pas uniquement matériel, mais aussi un rôle symbolique. La capacité à développer du bricolage en fonction par exemple des États-Unis où il est très développé et en Chine où il est peu développé dépend probablement de la place qu'on laisse ou qu'on ne laisse pas à l'homme dans l'espace domestique. En Chine, l'homme a peu de place dans l'espace domestique, donc il y a peu de bricolage. Aux États-Unis, à partir des années 45, l'homme a récupéré une place dans l'espace domestique à travers notamment un habitat pavillonnaire qui fait qu'il a pu développer le bricolage ou dans le garage, ou dans le grenier, ou ailleurs. La quatrième contrainte matérielle est plus typiquement anthropologique. Elle m'est venue en travaillant notamment au Congo sur les paysans Sundhi qui sont à l'ouest de la capitale Brazzaville où j'ai passé pendant 4 ans, j'ai passé à peu près 4 mois dans ce village à faire des observations, à discuter avec les gens et notamment j'ai fait beaucoup d'observations et de discussions autour des champs. Et je me suis rendu compte qu'un champ, un lieu de culture, représentait un système d'objets. Un système d'objets concrets avec des types de sols, des sols de bas-fond ou des sols de plateau, des outils pour travailler les champs comme la houe, des graines ou des bouturages de manioc. Après ça, le fait qu'il fallait faire des buts pour planter le bouturage. Donc, quelque part, l'agriculture, le fait de faire pousser quelque chose, renvoie à un système d'objets. Et quand je suis rentré en France, j'ai transposé ce système d'objets que j'avais rencontré au Congo et à Madagascar à l'espace domestique dans les familles françaises. Et donc, quelque part, des bons exemples, c'est quand on travaille sur le surgelé, eh bien, on voit que le surgelé demande qu'il existe, par exemple, un
un espace spécial pour le surgeler dans le réfrigérateur, ce qui n'est pas vrai partout ou très développé ailleurs, mais ce n'est pas toujours vrai. Il faut qu'il y ait un sac par exemple pour porter le surgelé, il faut qu'il y ait un rayon surgelé dans le supermarché, ce qui est aujourd'hui à peu près généralisé, et donc il y a une chaîne d'objets comme ça qui permet le fonctionnement ou pas du surgelé, même si par ailleurs le surgelé peut être acheté et consommé tout de suite, pour des raisons notamment d'économie. J'ai vu ça notamment au Brésil, où une partie des consommateurs achetaient le poulet surgelé, ce qui leur permettait d'économiser la dépense d'énergie dans leur réfrigérateur. Mais en gros, le point à retenir, c'est ce que j'ai retrouvé surtout dans beaucoup de nouvelles technologies, c'est que quand il manque un objet, eh bien, dans le système d'objets, eh bien, le service qu'on veut développer ou l'objet, le bien de consommation que l'on veut vendre ne peut pas marcher. Donc par exemple, quand je travaille sur Internet, eh bien, je regarde aussi bien s'il y a des prises électriques, s'il y a un ordinateur, s'il y a une tablette, s'il y a un téléphone mobile, s'il y a des fils électriques, s'il y a tous les objets qui vont servir à faire fonctionner la nouvelle technologie, qu'elle soit tout à fait nouvelle ou qu'elle soit relancée. Donc la question ou la notion de système d'objets est très intéressante parce qu'elle est à la fois assez complète et assez dynamique. Elle permet de bien comprendre notamment les questions d'innovation. Et quand on travaille dans la grande consommation, on constate qu'un nouveau produit ne marche pas si par exemple il manque un des objets du système d'action dans lequel le nouveau bien de consommation ou le nouveau service est intégré. Donc ça c'est très anthropologie, c'est-à-dire que il y a toute une tradition que j'aime beaucoup en anthropologie qui est liée à la culture matérielle. Je pense notamment à Daniel Miller à Londres et puis à Jean-Pierre Barnier qui était un de mes collègues et néanmoins ami à la Sorbonne et qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Moi c'est un de mes domaines de travail et je pense que se focaliser sur la culture matérielle permet de comprendre beaucoup de problèmes et donc de trouver beaucoup de solutions.